c'est une expérience, parce que quand j'étais débutante en astrologie, j'avais pris connaissance des travaux de monsieur et madame Gauquelin et j'étais très très impressionnée par ces travaux statistiques. D'abord par l'ampleur de travail que ça représentait pour moi. Ensuite, par le côté informatique de la chose. Bon, maintenant, je me suis un peu rapprochée de l'informatique, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, mais à l'époque, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'absolument inaccessible. Et ensuite, parce que cette méthode de travail sur les planètes angulaires m'a tout de suite semblé quelque chose d'extrêmement cohérent, quelque chose qui m'a parlé, qui a en moi réveillé une curiosité. Alors, je pense donc que si vous êtes ici, vous connaissez tous, tout au moins en totalité ou en partie, parce qu'en totalité ce serait difficile, ces travaux, qui je crois ont apporté énormément à l'astrologie et lui ont redonné quelque part ses lettres de noblesse, en prouvant que si nos visions traditionnelles de l'astrologie n'étaient pas toutes exactes, et encore, on peut encore chercher, ça n'est pas interdit, qu'en tous les cas, il y avait quand même quelque part un effet planétaire qui existait. Alors je tiens personnellement à remercier M. Gauquelin et son épouse pour ce qu'ils ont pu apporter par leur travail et par leur connaissance à notre édifice astrologique. Et je lui laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation particulièrement subtile. Alors, ce que j'aimerais savoir d'abord, c'est quelles sont les personnes. J'ai beaucoup apprécié que Gattenobiel dise que mes travaux sont connus, mais je souhaiterais savoir si réellement ils sont connus par la plupart d'entre vous d'une façon suffisamment satisfaisante. Alors je voudrais faire un petit sondage d'opinion. Quelles sont les personnes qui connaissent bien mes travaux? Alors vous voyez que c'est une leçon d'humilité, il y en a une. Et ceux qui ne connaissent pas bien ou pas du tout. Donc ça fait donc, vous voyez que ça vaut la peine donc d'être pris à la base. Bien, alors Jacques Heilbronn a la gentillesse de m'inviter pour parler de la Lune. Alors bien sûr, dans le cadre de mes travaux, la Lune intervient à titre astrologique, mais j'ai aussi publié des bouquins où j'ai parlé des travaux des autres sur les influences lunaires, que sur les influences de la Lune sur l'activité psychologique, le mois lunaire, et puis les animaux, les périodes féminines, etc. Donc théoriquement, le sujet est bien plus vaste que les effets Gauquelin. Alors, je ne sais pas ce que vous préférez, je pose déjà cette question. Préférez-vous que je vous dise deux ou trois trucs très généraux sur les travaux qui ont été faits, sur les influences lunaires et les phénomènes biologiques, ou bien préférez-vous que je centre plus sur l'aspect lune et astrologie d'après l'approche statistique? Ok. Bien, alors, jusqu'à présent, j'ai assisté à une partie de l'intervention précédente et j'ai eu toujours cette impression depuis que j'éprouve depuis fort longtemps, qui est un dialogue non pas de sourds, mais de personnes qui parlent de façon parallèle, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le même monde. Et l'astrologue, comme nous avons vu tout à l'heure avec M. Gobi, qui nous a présenté des choses très intéressantes, a un discours qui chemine parallèlement, mais sans qu'il y ait vraiment interpénétration, avec le discours que j'aimerais vous tenir maintenant, qui est un discours d'ordre statistique. Alors, il faut savoir d'abord quel est le but qu'on peut avoir, enfin, quelles sont les motivations qu'on peut avoir quand on s'intéresse à l'astrologie, en dehors de motifs que nous allons bien sûr éliminer, qui sont des motifs lucratifs. Si on peut vouloir chercher la vérité pour l'astrologie, et alors bien entendu,
je ferai de la publicité à mon dernier livre qui s'appelle La vérité sur l'astrologie et qui est sorti aux éditions du Rocher il y a un an et qui bien entendu est un titre très prétentieux puisqu'il s'agit de ma vérité et non pas de la vérité. Mais néanmoins, on peut approcher l'astrologie, quand on veut en démontrer la vérité, de plusieurs façons différentes. Il y a l'approche qu'on peut dire clinique, c'est-à-dire de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et puis il y a l'approche statistique, qui est de savoir si, réunissant un grand nombre d'horoscopes de gens qui ont eu quelque chose en commun, on trouvera dans l'horoscope aussi quelque chose en commun. Alors, l'approche clinique de l'astrologie, c'est l'approche habituelle des astrologues. C'est ce que nous avons vu avec l'exposé intéressant de M. Gobi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il nous a montré en quoi, dans l'horoscope de Debussy ou de Moussorgsky ou de tout autre musicien, on pouvait retrouver des choses extrêmement personnelles de leur vie et de leur création artistique. Mais quand on voit cette approche-là, on a un certain sentiment de malaise parce que on se dit, est-ce que vraiment ces exemples-là, on aurait pu dire la même chose sur eux si on n'avait pas su a posteriori ce qui leur est arrivé? C'est tout le problème. Il est assez habituel, disons que c'est un petit peu ce qu'on voit dans la littérature astrologique, on vous montre l'horoscope du docteur Petiot, ou bien du prince Charles, ou bien de Nelson Rockefeller, et on vous explique pourquoi l'un a tué 60 personnes, pourquoi le second est le Prince of Wales, et pourquoi le troisième est très riche. Mais si on avait vu ces horoscopes de façon aveugle, sans savoir, est-ce qu'on aurait pu dire la même chose? C'est toute la différence qu'il y a entre l'interprétation a priori, qui est une véritable prédiction au sens noble, parce que prédiction a un sens qui paraît un peu ésotérique, mais en anglais, tout predict, ça veut dire prévoir. Enfin, donc il n'y a pas de différence entre prévoir et prédire. Et puis, le fait d'interpréter un horoscope quand on sait ce qui s'est passé. Alors, à mon avis, c'est le gros problème de l'astrologie. C'est que pour l'astrologie, un horoscope marche, pour ainsi dire, toujours après coup. Mais marche-t-il toujours avant? C'est un problème difficilement soluble. Alors, il existe un tas d'expériences qui ont été faites spécialement récemment par un chercheur anglais qui s'appelle Geoffrey Dean et qui a essayé d'utiliser la méthode clinique sous un aspect quand même statistique. C'est-à-dire qu'il a soumis des horoscopes à des astrologues compétents et il leur a demandé d'interpréter ces horoscopes, spécialement pour essayer de voir quel était le degré d'extraversion ou d'introversion, un tas d'autres facteurs comme ça. Et les résultats sont extrêmement négatifs pour l'astrologie. Et personnellement, je n'ai pas fait l'expérience, mais je veux dire, c'est un travail qui est intéressant parce qu'il a utilisé un peu l'aspect globaliste que les astrologues demandent aux statisticiens sous un aspect quand même statistique. L'expérience habituelle, c'est de comparer quel est l'avantage. Par exemple, lorsqu'on donne l'horoscope d'une personne, son interprétation et que cette personne sait qu'il s'agit de son propre horoscope, on lui demande est-ce que ça correspond à vous-même, elle se reconnaît dans 70 à 80% des cas. Mais si on lui donne l'interprétation de son horoscope, puis l'interprétation d'un thème pris complètement au hasard et qu'on lui demande choisissez lequel des deux vous ressemble plus, dans ce cas-là, la réponse est 50-50, 50%, 50-50. Ce qui n'est pas une preuve contre l'astrologie, mais ce qui montre que le témoignage de satisfaction de la clientèle n'est pas non plus une preuve. Donc il faut arriver à se mettre d'accord. Alors la façon de se mettre d'accord, c'est l'approche statistique. Alors l'approche statistique, ça n'est pas du tout quelque chose de barbare, c'est tout simplement le bon sens mis sous une forme un peu objective. C'est-à-dire que vous prenez un livre d'astrologie, un deuxième, un troisième, et vous vous apercevez que dans l'ensemble, les mots clés qui sont attribués aux gens qui ont un bélier fort dans leur horoscope est différent, la tendance générale de la personnalité est différente de
ce qu'on peut dire à propos d'un cancer fort. Je pense que tous les astrologues seront d'accord qu'il y a une différence de tonalité qui est considérable. Si vous avez l'ascendant et le soleil dans le bélier, vous n'avez sans doute pas des dispositions caractérielles semblables si vous avez l'ascendant et le soleil dans le cancer, par exemple. Alors, ça peut se juger par la statistique. Prenons un trait que l'on retrouve souvent dans les livres d'astrologie qui est, pour le cancer, je sais pas, la vie de famille. Catherine, est-ce que c'est assez juste ça? Traditionnellement. Voilà. Et pour le bélier, disons, impulsivité, c'est assez fréquent. De toute façon, il n'y a qu'à utiliser les livres. C'est les astrologues qui parlent. C'est pas le chercheur qui veut vérifier. Alors, si on réunit des gens dont on connaît l'heure de la naissance et qui ont manifesté par exemple des traits d'impulsivité ou au contraire se sont montrés très pot-au-feu, les premiers devraient avoir un bélier plus fort et les seconds un cancer plus fort. Vous voyez, la statistique, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, il y a des formules, à partir de quel moment on peut dire que ce qu'on a trouvé est significatif, est-ce que c'est peut être dû au hasard ou pas dû au hasard, etc. Mais tout ça, c'est très secondaire. Ce qui est important, c'est si vous avez travaillé proprement, c'est-à-dire si vous n'avez pas pris un effet astrologique pour un effet astronomique, ou un effet démographique, et si cet effet qui a été établi proprement se répète, eh bien, vous avez donc établi une loi astrologique. Et dans la mesure où vous n'avez pas de résultat, vous n'avez pas forcément démontré que l'astrologie était fausse, mais vous avez démontré que dans le cas précis du cas que vous avez pris, il n'y a pas de résultat. Alors, ça, disons que c'est un schéma très général, et je serais content d'ailleurs, avant d'aller plus loin, d'avoir vos réactions à ça, si vous en avez. Oui ? Oui. Oh, c'est un exemple, oui, bien sûr. Oui, non, enfin, disons que c'est en effet la meilleure façon de procéder si on veut être honnête avec les astrologues. Parce qu'évidemment, si on leur fait dire des choses qu'ils n'ont pas dit, c'est trop facile. Oui. 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 Tout ça dépend du but que l'on poursuit. Si on est un astrologue convaincu, c'est évidemment un appauvrissement considérable. Si on est un rationaliste convaincu et qu'on trouve tout de même un résultat positif, c'est extraordinairement invraisemblable. Vous voyez, tout est relatif, de même que, je ne sais pas, pour un communiste, il trouvera très à droite, tout est relatif. On retrouve toujours quelqu'un plus à gauche que soit plus à droite que soit. Alors, c'est un petit peu la même chose. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer d'établir un pont entre ce qu'on peut appeler la science, au sens le plus général et le moins restrictif possible, et l'astrologie. L'astrologie est une doctrine extrêmement respectable et qui peut d'ailleurs être traitée comme une religion, comme une sagesse, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'établir des lois qui démontrent que les hommes de science, à condition bien sûr qu'ils ne soient pas complètement bornés, acceptent ces lois parce qu'elles sont bien établies. Donc mon but, ça n'est pas, quitte à avoir un appauvrissement de l'interprétation, c'est de découvrir certaines constantes. Et néanmoins, je crois que c'est intéressant pour l'astrologue aussi. Par exemple, j'ai pris l'exemple du bélier, et au début de mes recherches, j'ai établi
La position du soleil, je reconnais que c'est très rudimentaire, mais enfin, c'est tout de même quelque chose d'important. Chez les généraux de la Révolution et de l'Empire, tiré d'un bouquin, La position du soleil, eh bien, j'ai pas ce graphique ici, mais c'est publié dans le bouquin, et on s'aperçoit que ces gens-là, qui avaient vraiment des traits de caractère qui correspondaient assez au bélier, entre autres, parce que c'était des gens qui étaient vraiment assez dynamiques, impulsifs, courageux, casse-cou et tout, ne sont pas nés plus souvent avec le soleil dans le bélier que dans les autres signes. Alors, je pense que c'est intéressant quand même, parce qu'il faut expliquer ça. Je peux vous interrompre 30 secondes. Bien entendu. Et peut-être suggérer, enfin, disons, faire peut-être l'avocat du diable 30 secondes en disant que souvent, dans le domaine des sciences en particulier, le problème de la méthodologie induit le type de résultat que l'on a, induit donc le fond. Et donc on ne peut pas se permettre de dire, quitte à ne prendre qu'un paramètre, à l'extraire, puisqu'on cherche des lois, et bien tant pis, on fait ce cadeau à la science, c'est-à-dire qu'on prend un paramètre, chose que les astrologues renieraient complètement, puisque pour eux un thème c'est un tout, et je trouve que le problème de la méthodologie n'est pas si secondaire que ça, parce qu'il induit un certain type de résultats qui sont des résultats de fond et qui remettent en cause toute la matière. Oui, bien sûr, mais le problème c'est que lorsque les astrologues sont soumis au test global, ils échouent. C'est-à-dire que lorsqu'on leur soumet, mettons l'horoscope de quelqu'un de très extraverti à l'horoscope de quelqu'un de très introverti, et qu'on leur demande de faire l'interprétation des deux horoscopes, ils ne savent pas détecter ces tendances extrêmes. C'est une expérience de Geoffrey Dean, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je donne cet exemple. Hein? C'est-à-dire c'est paru récemment, et c'est une expérience qui a été faite avec l'accord des astrologues du NCGR, National Council of Geophysical Research en Amérique, qui sont des astrologues parmi les plus cotés du continent américain. Et cet échec me paraît quand même digne d'être tenu. Je ne sais pas si Catherine Aubier a quelque chose à dire. Oui, moi c'est un échec qui m'étonne en fait. Alors, on peut se poser la question, on peut se demander comment ça a été fait, mais de toute façon, on pourrait se demander des tas de choses pendant 6 mois, et ça ne changerait rien à la vérité de base. Mais je sais que c'est un travail qu'on essaye de faire beaucoup en ce moment, en particulier donc une fois par trimestre, où on se réunit à l'espace bleu, à plusieurs astrologues pour interpréter un thème en aveugle, c'est-à-dire qu'on ne sait que le sexe de la personne en question. Et il y a une chose certaine, c'est qu'on n'arrive pas à déterminer tout ce qui est arrivé à cet individu, ni à déterminer exactement sa profession, etc. Mais on est arrivé à donner des analyses de personnalité, en particulier je pense aux 2 derniers exemples qu'on a traités, qui était celui du biologiste Rémi Chauvin, que nous avons d'ailleurs eu au téléphone ensuite, et celui d'Alain Bombard. Et on est arrivé à des descriptifs de personnalité qui collaient très bien à la personne telle qu'on l'avait en biographie, c'est-à-dire telle qu'elle était décrite, telle qu'elle se décrivait, telle qu'elle était ressentie par son entourage dans des biographies. C'est-à-dire que la personne elle-même n'intervenait pas. Pour Rémi Chauvin, il est intervenu, mais pour Alain Bombard, il n'est pas intervenu. Et là, pourtant, justement, au niveau extraversion-introversion, on est arrivé à des résultats qui étaient justes. Alors bon, il faudrait peut-être les faire en plus grand nombre, bien sûr, on peut essayer. Oui, c'est-à-dire on peut dire que les astrologues français sont meilleurs. Rémi Chauvin est un ami. Rémi Chauvin est un ami, moi je trouve qu'il est aussi introverti qu'extraverti. Alors c'est pas Il y avait les deux. Ce que Catherine Aubier vient de dire m'intéresse beaucoup parce que j'ai lu moi aussi l'article de Geoffrey Dean et je pense qu'il y a de graves erreurs dans sa façon de procéder. Je peux vous dire que il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qu'il écrit parce que je ne pense pas qu'il soit un très bon expérimentateur. Alors, d'autre part, ça m'intéresse beaucoup que vous fassiez ces tentatives et peut-être qu'on pourrait se mettre d'accord sur une expérience à faire de façon objective de cette manière-là, justement parce que je ne suis pas satisfaite de ce qu'a fait Geoffrey Dean et que je pense qu'on peut faire mieux. C'est ce qu'on avait fait à droite. Mon nom c'est Françoise Gauquelin, si vous voulez savoir qui a cette outil. Donc c'est Madame Gauquelin qui participe largement aux travaux de M. Gauquelin depuis des années, qui vient de parler, comme ça vous savez qui c'est, et désormais tous les gens qui voudraient intervenir sont payés de venir au micro pour que ça puisse être enregistré et que la cassette soit cohérente. Voilà. Alors vous venez. Je voudrais quand même faire un commentaire au sujet de
Geoffrey Dean. Je vais faire après parce que c'est complémentaire de ce que vient de dire. Je tiens à dire qu'il existe un groupe qui s'appelle au Square Rap, où ils font ce travail-là systématiquement, n'est-ce pas, depuis des années. Ils travaillent en aveugle 2 fois par mois. On te distribue donc le thème en aveugle, et à 12 personnes, et sur 2 heures, ils arrivent à cerner la personnalité. Je dis cerner. Oui, ben c'est très bien, tant mieux, mais je veux dire, personnellement, j'ai fait des expériences de mon côté. Je ne sais pas si François Schneider-Gauquelin trouvera que je suis aussi mauvais expérimentateur que Geoffrey Dean, mais comme elle le sait parfaitement, quand j'ai utilisé ces méthodes, les méthodes de ce genre, j'ai jamais trouvé de résultat positif non plus. Je tiens à dire que je trouve que Michel Gauquelin est un excellent expérimentateur. Eh bien, don d'acte. Alors, bien, si quelqu'un a... Je suis Irène Andrieux, je crois que vous ne me connaissez pas. Je suis intéressée par ce que vous avez dit sur les généraux, mais je me demande si ce n'est pas un échantillonnage peut-être un peu aberrant, dans la mesure où il y a certainement beaucoup de raisons d'être devenu général sous la Révolution française. Et personnellement, j'ai fait une étude en partant d'un groupe qui, justement, je vais vous demander votre avis sur ce groupe. C'est un groupe de 150 personnes internées en hôpital psychiatrique pour la même maladie, qui étaient toutes des paranoïaques atteints de maladies de la persécution. Et dans ce cas-là, j'ai trouvé un échantillon qui était valable à 80% avec des constantes. Ce qui me semble quand même non. Alors justement, ce qui apparaissait, c'était 3 types de planètes qui apparaissaient en même position angulaire. C'est-à-dire toujours limitrophe de l'ascendant en 12 ou limitrophe de la 6. Entre 6 et 7, exactement à la pointe, et avec également une répétition, c'est que la conjonction à l'angle ne dépassait jamais 3 ou 4 degrés, c'est-à-dire vraiment très proche. Je suis en train de regarder parce que c'est un échantillonnage ancien et il faut que je programme sur ordinateur si toutes les planètes sont rétrogrades ou non, puisque c'est l'objet de ma recherche. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y avait un échantillon très cerné, et qui... Alors c'était Jupiter, Uranus ou Pluton, avec quelques variantes au niveau de la maladie, mais le plus constant c'était la présence d'une de ces 3, et souvent la présence de 2 planètes en position angulaire à moins de 3 degrés. C'est-à-dire, je pense que peut-être là, c'est peut-être une très grande question de précision, le positionnement, oui. Merci. Alors, en ce qui me concerne, j'ai, avec l'aide de Françoise Gauquelin, réuni plus de 6000 données de naissance de malades mentaux que j'ai moi-même rassemblées à l'hôpital Sainte-Anne. Et ces données sont publiées, elles sont d'ailleurs disponibles, et je n'ai jamais trouvé de résultat. Quelle que soit la maladie mentale. Mais je crois que nous nous égarons. Oui, mais bien sûr. C'est très vaste, elle n'avait pas profondément cerné la maladie. Mais si, madame. Je suis un spécialiste de la psychologie et j'avais le dossier, je savais si c'était schizophrène, un paranoïaque, un maniaque. Absolument, oui, absolument. Par exemple, il y avait plus de 1000 schizophrènes, plus de 1000 psychoses hallucinatoires chroniques. Ça représente un énorme échantillon. Et non seulement je n'ai pas trouvé de résultat angulaire, mais je veux dire que ça avait plutôt une tendance à qui tendait, c'était plutôt à l'inverse de ce qu'on pourrait attendre. Par exemple, les schizophrènes n'avaient pas un Saturne très fort, spécialement autour de l'ascendant. Enfin, je veux dire, les résultats qu'on a pu obtenir n'allaient pas dans le même sens que vous. Moi, je crois ce qui serait intéressant, c'est... Ah ben, c'est pas moi qui les décide, c'était le diagnostic du médecin de l'hôpital Sainte-Anne. Ben, c'est très simple, les angularités dont vous parliez, par exemple. On n'a pas trouvé d'angularité. Voilà, je crois qu'il y a une question qu'on pourrait poser, c'est qu'en fait, il y a deux approches de l'astrologie qui peuvent être assez distinctes. Il y en a une qui consiste en caricaturant, je vais caricaturer volontairement, donc vous me pardonnerez si je force un peu. Il y a donc une école, ou une méthode qui essaye de démontrer qu'on doit trouver, par exemple, une maladie, un déséquilibre, etc., dans un thème. Il y a un autre système d'école qui va dire que le déséquilibre, c'est
va représenter en fait la façon dont l'être va vivre son thème, c'est-à-dire qu'il va vivre son thème à l'intérieur de ce déséquilibre. Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison, étant donné que c'est complètement subjectif, il n'y a pas de raison à la limite pour qu'on trouve vraiment une constante très très précise, puisque le même déséquilibre, physique ou moral, à l'intérieur de la personne peut être vécu de façon différente. Enfin, je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Mais j'ai l'impression qu'on est à l'intérieur de son thème et qu'on le vit subjectivement et que le thème représente pas forcément ce qu'on est mais ce qu'on ressent. Et je me souviens d'une expérience qui m'avait frappée une fois où j'ai été amenée à visiter un centre d'enfants handicapés. C'était tous des enfants mongoliens. Et j'avais rassemblé donc une certaine collection de thèmes d'enfants mongoliens et j'avais naturellement absolument rien trouvé. Bon, je ne vais peut-être pas le chercher, ceci dit, mais je n'ai rien trouvé. En revanche, il y avait un jeune garçon qui ne rêvait que d'une chose. Il avait 18 ans, c'était un Mongolien tout à fait débile, mais enfin qui aimait la musique et qui ne rêvait que d'une chose, c'était de rencontrer Françoise Hardy. Il était fanatique de Françoise Hardy, et j'avais fait venir Françoise à une fête de charité de cet institut. Et pour cet enfant mongolien, ça a été vraiment le plus beau jour de sa vie. Or, ce qu'on voyait dans son thème, c'est que c'était pour lui un moment, sur le plan prévisionnel, c'est qu'il vivait un moment extraordinaire de sa vie. Donc, c'était complètement relatif. Il vivait sa vie en tant que Mongolien, mais à l'intérieur de son thème. Voilà, c'était juste une petite aparté. Excusez-moi, monsieur. Non, mais je vous en prie, nous sommes là justement pour intervenir. Non, je crois qu'il faut un petit peu avancer, parce que là, jusqu'à présent, à juste titre, vous critiquez ou vous faites des objections à l'approche statistique, mais quand on trouve des résultats négatifs, je conçois qu'on le fasse quand on est astrologue, mais quand on trouve des résultats positifs, on devrait s'en réjouir. Pour reprendre, monsieur posait la question de savoir qu'est-ce qui reste quand on utilise une méthode aussi approuvissante que la statistique. Alors on obtient des résultats très très intéressants. Par exemple, lorsque j'ai publié mon premier bouquin en 1955, L'influence des astres, la première partie était une critique assez méchante des astrologues, mais j'entends méchante au point de vue scientifique, bien entendu. Et puis la deuxième partie présentait des résultats positifs. Alors, ça, c'est uniquement... Alors, c'est un bouquin qui n'est pas récent, comme vous voyez. Dans le cas où des personnes seraient intéressées, je signale qu'il est encore en vente, ce qui montre qu'il n'a pas eu un tirage extrêmement considérable. Alors, dans ce bouquin, la première partie est une critique non seulement de l'astrologie, mais de certains astrologues qui avaient commis des erreurs en utilisant eux-mêmes la statistique, tels Schwanard et Kraft. Alors, ce n'est pas la peine d'en parler ici. Et la seconde partie présentait des résultats positifs, en particulier en réunissant des groupes de gens connus dans certaines professions. On obtenait certains résultats qui étaient très significatifs. Alors, je crois que j'en ai un exemple là. C'est commode, ça. Merci. Alors ça, c'est une figure qui est tirée de ce livre, L'influence des astres, et qui indique la distribution dans le mouvement diurne de la planète Mars à la naissance des champions de sport, de 570 champions de sport français. Alors, je vous expliquerai après, pour ceux qui ne voient pas très bien le rapport avec l'astrologie, de quoi il s'agit. Mais ici, vous avez le lever de la planète, ici sa culmination, ici son coucher, ici son passage à son minuit. Alors ici, pour l'astrologie, c'est l'ascendant, ici c'est le milieu du ciel, ici c'est le descendant, ici c'est le fond du ciel. La ligne pointillée indique le hasard, c'est-à-dire ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu d'effet Mars à la naissance des champions de sport. Et la ligne continue indique la distribution de Mars à la naissance de ces champions. Comme vous voyez, les champions de sport français de ce groupe ont eu tendance à venir au monde plus souvent après le lever ou la culmination de Mars. Maintenant, à quoi ça correspond?
au point de vue astrologique. Alors, ce résultat est un résultat typique des premiers résultats de mon bouquin, et qui ont été maintes fois répétés ensuite, même par des adversaires de ces résultats. Et il représente, si vous voulez, une sorte d'exemple typique. Alors, on va essayer de faire... Je vais présenter d'abord cette figure. Je m'excuse pour l'anglais, mais j'ai plus souvent l'occasion de présenter en anglais qu'en français. La plupart du temps, il y a les résultats qui étaient trouvés démontraient que les positions des planètes ou de la Lune situées dans les zones ombrées de la figure, c'est-à-dire après l'ascendant, c'est-à-dire en maison 12 et un petit peu avant, ou après le milieu du ciel, ou un petit peu avant, et puis à un moindre degré dans les régions situées en maison 6 au descendant et en maison 3, ces régions étaient des régions significatives, c'est-à-dire c'est là que les gens connus se pressaient pour venir au monde avec certaines planètes, et entre autres la Lune, puisque la Lune est le sujet du débat. Mais là, je vous donne l'exemple de Mars, c'est pareil. Alors, dans le cas des champions de sport, pour que vous compreniez bien voilà. On s'aperçoit, malheureusement les figures n'ont pas la même taille. Enfin, je pense que vous voyez que si on les met côte à côte, on voit que les grands champions ont tendance à naître avec un Mars en 12, en gros, n'est-ce pas? Et un Mars en 9, mais pas tout à fait, c'est plus compliqué que ça. C'est une sorte de courbe qui est irrégulière. Alors, ce résultat est obtenu par la statistique, vous voyez, monsieur, et c'est un résultat qui est statistiquement très significatif. Alors, des mêmes résultats ont été obtenus avec d'autres planètes et d'autres groupes, et j'ai publié ces premiers résultats dans mon livre « L'influence des astres », puis depuis, on a publié de nombreuses autres fois. Oui ? Mais oui, c'est évidemment un problème, c'est-à-dire que on aurait pu penser que la maison 1 ou la maison 10 aurait dû dominer. Et il se trouve que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que le résultat est légèrement décalé autour des angles. Alors on a fait différentes objections à ce résultat. Alors je tiens à préciser, puisqu'on parle quand même de la Lune ici, qu'un résultat du même genre a été obtenu pour la Lune et les écrivains, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la Lune était plus fréquente au lever ou un petit peu après, et après la culmination pour la Lune et les écrivains. On peut dire que les sportifs réussissent auprès du peuple. De même que la maison est dans l'esprit, beaucoup de sportifs n'ont autre chose dans la tête que le sport. Il semblerait pas que ce soit l'explication, parce que je crois qu'il y a la tradition, et une tradition babylonienne en particulier, dit et décrit que finalement les maisons angulaires, le point angulaire, en fait, c'est la fin de la maison 9 et la fin de la maison 12. Et qu'un Neptune, l'astrologie ésotérique aussi l'enseigne, qu'une planète en fin de maison 12 ou en fin de maison 9 est considérée conjointe à l'ascendant et quasiment agissant en maison 1. On tolère 15 degrés autour de chaque axe. Bon, ça c'est la tradition, la grande... Une maison moins 6, à 29 degrés 59 minutes 57 secondes, elle est où dans le 6 ou dans la maison. Et les coups pour les chats, ça ne va pas. Non, ça n'est pas le cas, puisque c'est la grande tradition, et la grande tradition ésotérique aussi qui l'enseigne. Et que la statistique confirme en l'occurrence, donc je trouve que c'est très valable comme apport. Ça confirme bien ce que... Chacun est libre de ses opinions. Non mais il y a un article qui va passer dans l'astrologue qui explique pourquoi c'est une maison 9, pourquoi c'est une maison 12. Voilà, c'est tout. C'est pas mal. Alors, en deux mots, peut-être. Écoutez, en deux vous mots. n'allez pas nous laisser sous ces... C'est une question de géomagnétisme, cet article c'est quoi, Arthur Lebeau, c'est une question de géomagnétisme. Arthur Lebeau. Si vous avez pu constater avec le géomagnétisme, une planète prend de la valeur plus en s'acheminant vers la maison 10. Elle se charge. Alors on s'aperçoit qu'une planète qui est loin d'un angle n'a pas beaucoup d'influence. Elle se charge en montant
là. Et dès qu'elle arrive ici, il y a une baisse de tension comme un condensateur, et son effet se fait là, dès qu'elle a passé de l'autre côté. Et c'est identique pour ça. Alors, je donne cette explication, mais il y a un article sur géomagnétisme qui est passé avant. Eh bien, oui, ben nous nous réjouissons de le lire. Je crois que ce qui est intéressant là, ce n'est pas l'explication pour l'instant, c'est tout simplement la constatation. Et cette constatation vient spécialement parce que après ces travaux que j'ai faits entre les professions et les planètes, j'ai eu l'idée qui n'est pas très originale d'ailleurs, que la vraie corrélation était entre les traits de caractère et les planètes. C'est-à-dire, si les champions de sport naissent plus souvent avec Mars, dans ces régions, c'est parce qu'ils montrent plus que d'autres personnes des qualités d'agressivité, de dynamisme, enfin les qualités martiennes habituelles. Et j'ai donc proposé que l'on utilise cette fois-ci les traits de caractère et qu'on les mette en comparaison avec les positions des planètes. Et je me souviens que Françoise Gauquelin trouvait cette idée pas très intéressante parce qu'elle pensait que Françoise Gauquelin trouvait que ça n'était pas objectif, mais elle m'a aidé dans ses travaux. Et nous avons publié des monographies qui permettent d'avoir mis en relation des 50 000 traits de caractère avec des positions de planètes tirées de biographies. Je pense donc que mon idée n'était pas tellement mauvaise, et cela permet finalement d'obtenir des corrélations bien plus fortes, c'est-à-dire que les champions de sport, par exemple, naissent plus souvent dans les régions de Mars que vous voyez là, ou bien les écrivains avec la Lune dans les mêmes régions. Mais quand vous prenez des traits de caractère qui correspondent traditionnellement à Mars ou à la Lune, les effets sont beaucoup plus marqués encore. Ce qui fait que la vraie corrélation n'est pas entre la profession et la planète, mais entre le trait de caractère et la planète. Et dans mon ouvrage « La cosmopsychologie », qui est paru en 1974, mais qui, je crois, est encore en vente, vous trouverez des explications à ce sujet avec des exemples célèbres à titre illustratif et des tables à la fin. Et je crois que ces travaux-là sont intéressants parce qu'ils montrent d'une part que l'angularité, c'était pas une si mauvaise idée que ça, alors, si on met à part qu'il y a un petit décalage, et d'autre part, dans la cosmopsychologie, j'ai déjà publié à la fin du bouquin un extrait de ce que disait Ptolémée au sujet du symbolisme des planètes et de la Lune. Et il est tout à fait clair qu'il y a une ressemblance qui est très remarquable entre ce que disent les astrologues depuis toujours en ce qui concerne le symbolisme et les résultats qui avaient été trouvés. J'ai proposé à Françoise de faire un travail à ce sujet, et elle était très reluctante, je pense que là on peut le dire. Alors j'ai proposé à Françoise de prendre dans ma bibliothèque vers 1977 des livres d'astrologues et de regarder les traits de caractère et de voir si les traits de caractère que les astrologues donnaient pour les planètes, quand on les retrouvait dans les biographies, correspondaient à des accumulations de positions de planètes dans ces zones. Et Françoise a fait un travail très intéressant là-dessus, qui a été publié par notre laboratoire dans une monographie en 1980, et puis ensuite republié sous forme de livre en Amérique par Astro Computing Services. Et je pense que son apport là a été très, très utile parce qu'elle a démontré que non seulement ces effets étaient statistiquement significatifs, utilisables dans la pratique, mais en plus correspondaient à une certaine tradition. Donc, finalement, vous voyez que même l'appauvrissement statistique peut quelquefois déboucher sur des résultats qui sont tout de même extrêmement enrichissants, même s'ils sont... Disons qu'ils permettent, à mon avis, de verser un regard légèrement différent sur l'astrologie. Parce que dire que ça n'en est pas, c'est vraiment malhonnête. Mais dire que c'est vraiment de l'astrologie, c'est pas tout à fait ça non plus. Disons que c'est une sorte de néo-astrologie ou d'une astrologie hétérodoxe. Alors, évidemment, ce qui a été fait là, et qui a marché, si j'ose dire, avec les positions dans les maisons, au sens astrologique,
n'a pas marché avec les signes du zodiaque. Alors pourquoi Françoise Gauquelin, dernièrement, a cru pouvoir démontrer qu'elle avait trouvé des résultats pour les aspects astrologiques, et personnellement, je pense que c'est dû à une erreur de méthode. Mais pour l'instant, ce qui est bien démontré, parce que nos ennemis scientifiques se sont cassés les dents dessus, c'est ces effets tels que celui que vous avez sous les yeux. Alors, je serais ravi d'avoir votre feedback à ça. Oui. Oui, je vous en prie. Certains. Bien, je vous remercie de cette question qui est très bonne et qui demande plusieurs sortes de réponses. Premièrement, vous me demandez un peu quelle est la finalité de tout ça. Alors je dirais d'abord, c'est amusant de faire ça, quand on aime ça. Attendez, je vais terminer, vous poserez votre question, monsieur, quand j'aurai terminé de répondre à ce monsieur. Alors, d'autre part, je pense que l'apport pour la pratique astrologique, toute chose égale par ailleurs, est tout de même considérable. Vous avez là, c'est tiré de nos travaux, c'est un tableau qui est en particulier tiré de mon dernier livre, La vérité sur l'astrologie, mais qui est en fait tiré des travaux que Françoise et moi nous avons faits sur les traits de caractère. Vous avez là les 4 planètes plus la Lune. Ce sont les astres pour lesquels nous avons trouvé vraiment des résultats significatifs. Pour les autres, pour l'instant, ça n'a pas bien marché. Alors vous avez des listes de traits de caractère qui correspondent, par exemple, les gens qui sont autoritaires sont nés plus souvent que la moyenne avec un Jupiter, disons en gros en 12 ou en 9. Les gens qui sont dits flatteurs ou gracieux sont nés plus souvent avec Vénus dans ces régions. Donc, je pense que sur le plan, du moment que c'est bien établi, évidemment, en admettant que je ne me sois pas trompé, si c'est bien établi sur le plan scientifique, c'est déjà considérable. Disons, pour les hommes de science, c'est la fin des fins, c'est la catastrophe des catastrophes. Mais, bien entendu, est-ce que je peux continuer à parler Merci. Bien entendu, cela est un appauvrissement considérable par rapport à la pratique astrologique courante. Mais, en ce qui me concerne, depuis 35 ans que je travaille là-dessus, je n'ai pu, avec mes faibles moyens, mettre en évidence que ce genre de corrélation. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Entre autres, Françoise considère qu'elle a trouvé des résultats pour les aspects. Si c'était vrai, ça serait super. Et ça serait très intéressant d'en trouver aussi pour les signes zodiaques. Mais pour l'instant, ça marche que pour les planètes et que pour en plus certaines planètes. C'est les planètes qui se trouvent en fait visibles à l'œil nu. Et vous voyez que Mercure n'apparaît pas dans ce tableau, et ni les planètes trans-saturniennes. Et il n'y a pas de résultat pour le Soleil. Donc c'est à la fois énorme, et c'est à la fois très peu. C'est un petit peu le paradoxe de mes travaux. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que si ceci est démontré, et il y a encore bien entendu des répétitions à faire par d'autres chercheurs, eh bien, il y a vraiment des hommes de science, et ils sont très nombreux, qui ont l'impression que c'est vraiment leur univers qui s'effondre. C'est la catastrophe. C'est beaucoup trop pour eux. Ce n'est pas assez pour les astrologues, mais c'est beaucoup, beaucoup trop pour eux. Vous l'avez sur ce tableau, justement, les traits que nous avons mis le plus souvent en valeur pour la Lune en relation avec les positions Lune se levant ou Lune culminant sont ceux que vous pouvez peut-être lire, c'est-à-dire aimable, a de nombreux amis,
se montre bonhomme, de bonne compagnie, de bon cœur, complaisant, désordonné, distrait, généreux, imaginatif, influençable, à la mode, impulsif, nonchalant, prime sautier, rêveur, serviable, un peu snob, superficiel, tolérant. Et si dans nos biographies, nous avons bien entendu beaucoup plus de traits que ça. Mais je vois que ce qui est intéressant, c'est de comparer avec ce que disait Ptolémée. Et dans mon bouquin de 74, à Cosmopsychologie, à la fin, j'ai publié en annexe une liste tirée du Tétrabiblos de Ptolémée des qualités de l'âme, où j'ai repris, c'est l'édition du CAL, Culture à loisir, un livre qui a été republié justement en 74, et qui est la traduction de Nicolas Bourdin. Et on voit ce que disent ce que disait Ptolémée à cette époque. Et il y a une ressemblance qui est tout à fait évidente avec ces résultats, comme l'a démontré plus tard François de Gaulin statistiquement. Pour la Lune, je ne sais pas si je vais tomber dessus, mais si vous regardez les traits de caractère de Saturne, par exemple, qui sont ici, compassé, concentré, froid, consciencieux, même observateur, parle peu, etc., il y a 20 siècles, Ptolémée disait, lorsque Saturne est seul le maître de l'âme, et qu'il est plus fort que Mercure, etc., ça c'est pas tout à fait démontré, il fait ceux qui ont un grand soin de leur personne, qui pensent profondément, qui sont tristes, solitaires, laborieux, etc. Vous voyez, la ressemblance ne peut pas être due au hasard. Alors, ça, c'est ce qui fait tellement peur aux savants, et c'est ce qui enchante les astrologues. C'est-à-dire que des traditions qui remontent à l'époque babylonienne ou au-delà se retrouvent dans la statistique la plus froide et la plus ennuyeuse. Ils sont actuellement très dérangés puisqu'ils ont... Oui, et ils sont très dérangés puisqu'ils ont organisé un... Il y a 3 comités qui sont fondés dans l'Amérique, récemment en France, pour lutter là contre. Oui, et ils ont même, Sciences et Vie, organisé le salon de la crédulité au mois de juin, Port de Versailles, pour faire le contrepoids à tous les salons astrologiques et congrès qui existent, et je pense qu'il faut y aller... Mais c'est le premier, c'est quand même important, ça veut dire que ça commence à prendre... Oui, je voudrais simplement lire ce que... Parce que ceux qui ont été quand même peut-être parmi les sceptiques les plus... Pour employer une expression un peu dure, les moins malhonnêtes, c'est encore les Américains. Et après une polémique extrêmement acerbe qui a duré 10 ans, 3 professeurs, le professeur George Ebel, qui est décédé maintenant, qui était astronome à l'Université de Californie, le professeur Kurtz, est professeur à l'Université de New York, et le professeur Zellen, qui est un professeur de biostatistique à Harvard, ont écrit dans leur propre revue, pourtant pas tendre avec les phénomènes paranormaux, Gauquelin a su calculer de façon correcte les fréquences de Mars à la naissance en tenant compte des facteurs démographiques et astronomiques du problème. Ah, il faut admirer le fair play. C'est quand même le début de quelque chose. Alors, il était... Oh. Alors là, c'est-à-dire qu'il y a eu... Alors là, nous sortons du sujet. Là, c'est le sujet de la preuve. C'est le grand sujet de la preuve. Est-ce que ces résultats, je vous ai montré très rapidement, sont correctement exécutés ou est-ce qu'ils sont dus à des erreurs? Leur jugement à eux, ils ont, il s'est trouvé que la polémique s'est trouvée centrée sur l'effet Mars et les champions. C'est pas le premier résultat que j'ai obtenu dans mes travaux. Ça n'est pas le plus fort, mais c'est celui-là qui, pour des raisons variées, a retenu l'attention. Alors, ça s'est cristallisé, la polémique autour de ça. Et bien entendu, ils ont commencé par dire, il y a un certain Jérôme, un espèce de... il y a maintenant plus de 10 ans, en 1975, les Américains avaient publié un manifeste anti-astrologie qui s'appelle Statement Against Astrology, et qui était signé d'hommes de science tout à fait ayant pignon sur rue, dont 19 prix Nobel. Et cet article était suivi d'un article plus déclaration autoritaire, et était suivi d'un article d'un certain Laurence Jérôme qui m'étriait copieusement en disant que j'avais commis les bévues les plus insupportables.
et entre autres des vues d'ordre démographique. J'avais pris des lois astrologiques pour démographique, statistiques, enfin, je vous en passe et des meilleurs. Alors bien sûr j'ai répondu, nous avons répondu, enfin la polémique a duré très très longtemps et les médias en Amérique s'en sont mêlés. Et par exemple Françoise et moi nous avons eu même l'honneur d'avoir notre photo avec une page dans Newsweek, ce qui est un résultat assez étonnant. Et finalement, ce qui est tout à fait remarquable et qui ne s'est pas produit dans notre admirable pays de Descartes, c'est que ces trois chercheurs, qui étaient vraiment des chercheurs engagés contre nous, et qui d'autre part s'étaient mouillés, avaient écrit des bêtises, ont reconnu dans leur propre journal publiquement que je n'avais pas fait d'erreur. Et je crois qu'il faut leur rendre hommage. Alors justement, dans les milieux astrologiques américains en particulier, on s'est beaucoup gaussé d'eux parce qu'ils avaient écrit qu'ils s'étaient trompés et que finalement j'avais raison. Mais au contraire, je trouve, moi, ils sont montés dans mon estime pour avoir dit ça, parce que c'est très difficile de reconnaître qu'on s'est trompé. Moi, j'aimerais pas le faire. Oui. J'ai déjà publié des résultats, d'ailleurs, qui n'étaient pas favorables à mes thèses. Que les statistiques que vous avez faites ne se trouvent pas confirmées par les signes, ou les planètes des signes, mais par les planètes dans les maisons, semble très raisonnable, puisque c'est la planète dans la maison qui fait notre tendance à. Mettons, si vous avez des planètes en maison 9, vous avez tendance à être philosopher. Si vous avez des planètes en maison 3, comme vous avez des idées. Croyez-vous qu'un boxeur champion olympique de poids lourd, comme Mohamed Ali, qui est né avec un Mars en 9, philosophiait quand il donnait un coup de poing à son adversaire? Non, mais je parle des maisons ou des signes. Non, d'accord. Ouais. Le côté système maison 12 et maison 9, pour la maison 12, ça s'explique parce que ces gens réussissent auprès du peuple qui est la maison 12. Selon vous? Oui, alors je vais passer la parole à Catherine Aubier parce que là, c'est un domaine sur lequel je trouve le sable très mouvant. Alors si vous voulez reprendre la parole, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Bien sûr, si vous voulez, j'interviendrai encore. Merci. Non, moi je disais simplement que pour moi la maison, enfin c'était la première fois que j'entendais parler de la maison 12 en tant que représentante du peuple, mais enfin. C'est pour ça que je vous ai passé la parole. J'ai senti que mes connaissances astrologiques n'étaient pas assez développées. Bon, alors, vous avez peut-être lu que sur le programme, j'étais là pour parler de la Lune et du succès public. Alors je vais m'en expliquer parce qu'en fait le titre c'est pas tout à fait ça, mais en fait ça peut donner une introduction. Moi j'ai une démarche vis-à-vis de l'astrologie qui est un petit peu expérimentatrice en